Bonjour Luc Châtel. Bonjour. Et bienvenue dans ce studio, porte-parole du gouvernement dont vous êtes le secrétaire d'État à l'industrie et à la consommation. Daniel Bouton annonce ce matin dans le Figaro sa démission de la présidence de la Société Générale. Quelle est votre réaction ? Je veux dire, à ce stade-là des événements bancaires et autres, j'ai plutôt tendance à penser que c'est un non-événement. Voilà. Je pense pas que ça influera sur le cours des choses à la Société Générale et dans le monde bancaire, donc j'ai pas de commentaire particulier à faire. Vous pensez que c'est l'affaire des stock options récemment qui a poussé Daniel Bouton à démissionner ? Je pense qu'il y a quelques mois, la démission de Daniel Bouton aurait été envisageable, au moment de l'affaire Kerviel, ou effectivement à certains moments récents de l'actualité, de l'activité de la Société Générale. En clair, il y a des dirigeants qui avaient démissionné pour moins que ça. Aujourd'hui, je suis pas sûr que ça ait un impact réel et donc c'est pour ça que j'ai tendance à penser que c'est plutôt un non-événement. Nicolas Sarkozy présentera, on le disait cet après-midi, ses choix concernant le Grand Paris. 35 milliards seraient consacrés au développement économique de la région, notamment les transports. Il y a deux projets qui existent à l'heure actuelle. Celui de Christian Blanc, un super métro qui relierait Roissy, Orly et la Défense en passant par Paris notamment. Et il y a celui de Jean-Paul Huchon, un métro automatique également qui ferait le tour de la petite couronne. Lequel sera retenu à votre avis ? Vous savez, d'abord, il ne faut pas résumer le projet du Grand Paris à un projet de métro. L'idée de Nicolas Sarkozy, c'est quoi ? C'est de faire de Paris une vraie métropole mondiale, comme cela existe à Londres, à New York, comme on voit en Asie, dans un certain nombre de pays émergents, des villes capitales devenir des cités du monde, avec une diversité de l'habitat, avec des services à la population, avec des transports, avec des zones de développement économique. Or, on voit bien qu'aujourd'hui, la région parisienne, la région capitale, par manque de coopération intercommunale, eh bien, depuis une trentaine d'années, elle a pêché en termes de développement de grands projets. Donc l'idée de Nicolas Sarkozy, c'est quoi ? C'est que l'État soit moteur en matière de développement de la région capitale. Alors ça va pas se faire contre les collectivités locales, bien entendu. C'est un projet qui a une vocation de coopération intercommunale avec l'État. Donc le président de la République présentera aujourd'hui avec Christian Blanc un certain nombre de projets. Nous avons la chance en France d'avoir les architectes les plus réputés du monde. Eh bien, si pour une fois ils s'intéressaient, on leur donnait la possibilité de s'intéresser à Paris, à la France, plutôt que de les voir exercer leur talent dans toutes les cités du monde, eh bien, je crois que ce serait plutôt une bonne chose. Mais sur ces deux grands projets d'infrastructure, les transports qui sont la priorité dans ce plan pour le Grand Paris, lequel aurait votre faveur ? Écoutez, tout à l'heure, le président de la République fera une conférence de presse. Il aura l'occasion, plus exactement, il aura l'occasion de présenter le Grand Paris. Ce sujet sera évoqué au Conseil des ministres. Donc, attendons les interventions de Christian Blanc et du président de la République. Ils sont pas incompatibles a priori ? Non, ce qui est important, c'est que on change le système de transport en région parisienne. On voit bien que le transport de banlieue à banlieue est absolument impossible, alors qu'on a une zone d'attractivité économique qui est exceptionnelle en France. Et j'entends, moi, les élus locaux, les maires, nous expliquer que ils ont du potentiel de développement économique ou d'habitat, mais ils n'arrivent pas à coopérer entre eux parce qu'il n'y a pas de travail de coopération intercommunale entre les grandes agglomérations de la région parisienne. Une dernière question sur ce projet du Grand Paris. Qui doit chapeauter le projet ? Le gouvernement ou bien la région ? Je crois que ce projet ne peut pas se faire sans un engagement fort de l'État. On l'a vu d'ailleurs. Pourquoi depuis 30 ans il n'y a pas d'avancée réelle ? Parce que précisément il y a une imbrication des différentes collectivités, des communes, des départements et de la région. Donc sans la volonté, sans un certain nombre de décisions prises au plus haut niveau de l'État, il ne pourra pas se réaliser. C'est la raison pour laquelle Nicolas Sarkozy a souhaité qu'il y ait au sein du gouvernement un secrétaire d'État directement chargé de ce projet du Grand Paris. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, cela ne va pas se faire contre les collectivités locales. C'est un projet commun, un projet collectif, mais il doit y avoir une forte impulsion de l'État. Autre sujet, Luc Châtel. Hier, les restaurateurs se sont engagés à créer 40 000 emplois supplémentaires en contrepartie d'une TVA abaissée à 5,5% dès le 1er juillet de cette année. Est-ce que c'est pas un peu ambitieux quand on sait que le secteur, selon les statistiques, n'a créé que 15 000 emplois par an au cours des 10 dernières années ? D'abord, la TVA à 5,5, c'est une bonne nouvelle pour tous les Français. Et Nicolas Sarkozy l'avait promis pendant sa campagne électorale. Ce sera une réalité le 1er juillet prochain. Et c'est suffisamment important pour être souligné. Sur les emplois. Les engagements politiques, ça compte vis-à-vis des Français. Il est tenu et c'est une réalité à souligner. Ensuite, il y a 3 types d'engagements. Il y a la baisse des prix, c'est très important pour les Français, pour qu'ils mesurent l'impact en allant au café, au restaurant de cette baisse de la TVA. Il y a l'engagement sur les investissements pour moderniser les cafés et les restaurants. Et puis, il y a effectivement les 20 000 emplois
C'est un engagement de la profession qui est fort au moment où nous avons une crise dans le domaine, dans l'économie française. Écoutez, il a été pesé mûrement par Hervé Novelli, le secrétaire d'État au commerce, et nous pensons que dans les prochaines années, il est réaliste compte tenu du potentiel de développement économique de ce secteur. Ce secteur nous a dit pendant des années, nous avons besoin d'alléger les charges pour créer de l'activité économique et créer de l'emploi. C'est aujourd'hui chose faite, puisque la TVA le 1er juillet sera à 5,5. Eh bien, Banco, la profession nous dit, ça doit nous permettre de créer 20 000 emplois. Qui va contrôler ces créations d'emplois ? Quelles seront les éventuelles sanctions si ça n'est pas respecté ? Alors, il s'agit d'un accord global. On ne va pas mettre un policier derrière chaque cafetier et chaque restaurateur. L'idée, c'est que la DGCCRF, la Direction de la concurrence et de la répression des fraudes, sera amenée à contrôler les établissements, comme elle le fait déjà dans d'autres domaines, notamment dans le domaine sanitaire, et elle pourra vérifier avec les restaurateurs et les cafetiers les engagements qui pourront être pris, et elle pourra attribuer un label aux restaurateurs de manière à ce qu'ils puissent le mettre en avant vis-à-vis du grand public pour attirer les clients chez eux. Donc ce serait des bons points pour ceux qui respectent la loi, finalement. Oui, je crois que l'idée, c'est gagnant-gagnant. L'idée, c'est nous, on a pris nos responsabilités en gagnant un combat difficile au niveau européen, en obtenant la baisse de la TVA. Eh bien, charge maintenant aux restaurateurs de le mettre en œuvre, de l'appliquer pour que les Français en sentent le bénéfice direct. Luc Châtel, il y aura une réunion aujourd'hui à Bercy entre les dirigeants de Continental et les représentants des salariés de l'usine de Clairoy qui doit fermer. Qu'est-ce que vous en attendez ? J'en attends le retour du dialogue social. Ce dossier, depuis le début, pêche par absence de dialogue social. Des deux côtés. À la fois, je pense que la direction a sous-estimé l'ampleur, l'impact de la fermeture de ce site sur un bassin de vie comme celui de Clairoy et n'a pas forcément mis la forme en la matière. Mais de l'autre côté, rien ne justifie pour autant les violences auxquelles nous avons constaté ces dernières semaines. Les syndicats demandent l'abandon des poursuites. Oui, mais encore une fois, c'est une chose sur laquelle vous êtes prête à céder. Le saccage d'une sous-préfecture, c'est un acte anti-républicain. C'est un acte absolument anti-républicain qu'il convient de condamner avec la plus grande fermeté. Donc oui au dialogue social, et l'État est dans son rôle lorsqu'aujourd'hui il permet de renouer les fils du dialogue en jouant le rôle de médiateur. Mon directeur de cabinet adjoint, effectivement, jouera ce rôle cet après-midi de médiation pour que les parties se parlent à nouveau, mais en même temps, non à la violence. C'est clairement notre position. Il y a un dernier sujet que je voulais évoquer avec vous, Luc Châtel, je crois qu'il vous tient à cœur, c'est la 4e licence de téléphonie mobile. Jusque-là, seul Free, enfin Iliad en tout cas, sa maison mère était candidat, mais Virgin Mobile se dit apparemment intéressé. C'est une bonne nouvelle pour la concurrence ? Oui, c'est une bonne nouvelle. Vous savez d'ailleurs, l'été dernier, lorsque nous avions soumis ce projet de 4e licence à l'autorité de régulation, l'ARCEP, et qu'elle avait procédé à une enquête, eh bien, elle avait constaté qu'il y avait plusieurs opérateurs qui étaient potentiellement intéressés. Donc, c'est pas une licence pour un opérateur prédéterminé. Il y aura clairement un appel d'offres, une ouverture à la concurrence. Et moi, je me réjouis qu'il puisse y avoir plusieurs opérateurs candidats à cette 4e licence. Vous pensez que ça peut vraiment faire baisser les prix ? Aujourd'hui, on voit qu'il y a quand même des abus en termes de forfait. Tous les tarifs sont alignés. Vous savez, moi, je crois que la concurrence, c'est toujours bon pour l'économie et pour les consommateurs. Et dans le domaine de la téléphonie, les études que nous avons ont démontré que le 4e opérateur pourrait faire baisser globalement la facture moyenne de 7% pour les consommateurs. Ensuite, c'est une stimulation de la qualité des services. On voit bien que dans le domaine des mobiles, le prix c'est important, mais il y a aussi la prestation de service. Donc on peut imaginer, on le voit d'ailleurs avec ce qu'on appelle les MVNO, c'est-à-dire les opérateurs virtuels qui Virgin proposent Mobile, par exemple, leurs services. Eh bien, on voit que leur arrivée sur le marché a permis d'apporter aux consommateurs de nouveaux services, des forfaits ou des dispositifs qui n'existent pas chez les opérateurs traditionnels. Il représente encore une toute petite fraction du marché. L'appel d'offres du gouvernement, vous en parliez pour l'attribution de cette 4e licence après un mois de retard. À quand la publication ? Alors, nous avons décidé, pour être absolument inattaquable sur ce point, de demander une étude complémentaire sur le montant de la licence. Vous savez que j'avais annoncé à l'Assemblée nationale que nous allions séparer en 3 types de fréquences l'appel d'offres, et que la fréquence consacrée à la 4e licence serait attribuée pour de l'ordre de 200 millions d'euros, un petit peu plus de 200 millions d'euros. Eh bien, nous avons demandé à la commission qui est chargée d'évaluer les actifs de l'État, de vérifier que ce montant correspond clairement à l'évaluation de de la 4e licence. Donc cette évaluation va prendre quelques semaines. À l'issue de cette évaluation, nous pourrons lancer l'appel d'offres pour le 4e opérateur. Donc d'ici fin mai par exemple ? D'ici l'été.
Luc Chatel, porte-parole du gouvernement, secrétaire d'État à l'industrie et à la consommation. Merci d'avoir été ce matin l'invité de Radio Classique. 8h42, une pause avant les infos culture d'Olivier Naoum et le classique du jour d'Ève Ruggieri. À tout de suite.